Hélène Buzzetti, Alec Castonguay, Sébastien Bovet, bonsoir. 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 Bon, mais alors mardi, on sait ce qu'on fera à cette heure-ci. Est-ce que M. Legault sera encore en train de parler? Premier tour de table, est-ce que ça devenait, Hélène, avec ce qu'on entendait, une conseillère du premier ministre qui a été avertie, est-ce que ça devenait inévitable que M. Legault s'assoie dans la chaise du témoin, Hélène? Je ne sais pas si c'était inévitable, mais on en discutait hier. Je ne suis pas certaine de ce qu'on pourra apprendre vraiment de concret et de constructif dans cette commission avec ce témoignage, parce que le premier ministre, il est au sommet là, de la pyramide du gouvernement et on ne peut pas s'attendre de lui qu'il sache absolument tout. Alors, sa connaissance pointue du dossier sera limitée, je pense, et donc les révélations le seront tout autant. N'empêche que je suis pas mal certaine qu'il n'y a pas grand monde dans l'équipe de M. Legault qui est content de ça. Ce n'est pas une commission où il peut se mettre en valeur, comme par exemple avait pu le faire Justin Trudeau lorsqu'il avait comparu sur la commission sur l'ingérence étrangère, par exemple. Il n'y a pas vraiment de potentiel de positif pour lui que du négatif. Alors, en ce sens-là, ça va être plus comme un passage chez le dentiste, je crois. Alex, c'est comme si la solution devient un piège qui se referme sur lui un peu, là. Je pense que ça devenait inévitable, non seulement parce qu'il y a quelques zones d'ombre à éclaircir, là, on en a entendu dans les dernières semaines pour le premier ministre et son cabinet, mais je pense aussi que la commission avait envie d'inviter François Legault. D'abord parce qu'il faut se rappeler que le commissaire Galland a été très critiqué par les partis d'opposition au tout début. On l'entend un petit peu moins, celle-là, ces temps-ci, mais au début, on remettait en question son impartialité, son mandat, etc. Je pense qu'il ne pouvait pas se permettre de laisser quelques pierres non retournées, et ça fait partie des pierres non retournées que le cabinet du premier ministre et le premier ministre témoignent. Et je pense que on a appris un peu de la commission Charbonneau, qui n'avait pas amené Jean Charest à l'époque à la barre. Vous savez, la plupart des commissions d'enquête très politiques amènent les premiers ministres témoigner. Là, ça a été le cas de Bastarache pour Jean Charest, Justin Trudeau, on vient d'en parler pour l'ingérence étrangère, mais la commission Rouleau aussi sur la paralysie du centre-ville d'Ottawa. Paul Martin était passé à la commission Gomery à l'époque. Donc, ça arrive assez souvent, mais Charbonneau, on n'avait pas invité Jean Charest, puis il est resté toutes sortes d'idées. Est-ce qu'il était au courant des magouilles de son parti à l'époque? Je pense que la commission Galland a dit, moi, je ne vais pas jouer dans ce film-là, et je vais aller jusqu'au bout, puis s'il faut, bien, le premier ministre témoignera. Oui, c'est resté dans les annales, puis il y avait toutes sortes de théories. Il y avait l'enquête mâchurée qui, finalement, a été fermée, qui enquêtait, entre autres, sur M. Charest. Bref, Sébastien Bovet, il s'en serait passé, là, pour être clair. Oui, parce qu'on présume que quand il a déclenché l'enquête, il ne s'attendait pas à un jour devoir être dans le box des témoins, dans la mesure où, rappelez-vous, la version du gouvernement à ce moment-là, c'était de dire « on nous a menti, on ne savait rien », et il se réfugiait derrière la version de la vérificatrice générale qui disait qu'elle ne pouvait pas conclure que le politique avait été mis au courant et n'avait rien fait. Donc, c'était leur bouclier. Mais il y a un conseiller dans le gouvernement, l'ancien chef de cabinet de François Bonnardel, qui a dit « si on tient cette ligne-là publiquement, il faut qu'on soit sûr que c'est la bonne ligne, puis qu'en effet, on ne savait rien, puis on ne nous a rien dit, puis on nous a menti, puis on nous a caché des choses. » Or, les témoignages de François Bonnardel et de Geneviève Guilbeault nous ont appris qu'il y avait des gens au gouvernement qui savaient des choses. Ils n'ont peut-être pas prêté toute l'attention qu'ils auraient dû au dépassement de coûts, mais il y avait des gens qui savaient des choses. Alors, qu'est-ce que François Legault savait? C'est peut-être là-dessus que la commission peut poser des questions. Et elle nous a servi des lapins dans le chapeau. Ils ont sorti des lapins de leur chapeau, les procureurs de la commission, en particulier avec Geneviève Guilbeault, pour la placer devant ses contradictions. Alors, est-ce qu'ils ont des informations qui pourraient placer M. Legault devant certaines contradictions? Ça montre les attentes pour son témoignage, mais ça pourrait peut-être apporter un autre éclairage sur le scandale. Entre autres lapins, il y a eu cette lettre que la commission a décidé de mettre en preuve, où Mme Guilbeault, après, on imagine un échange, bien, je pense qu'elle l'a même dit, un peu houleux, en tout cas tendu avec le chef de cabinet de M. Legault. Mme Guilbeault écrit « Vous me laissez seul, je veux qu'on se débarrasse du PDG de SAC, qui n'est pas compétent, que vous avez mis, M. Legault. » Ça, on va en parler, Alec, à M. Legault en disant vous avez mis quelqu'un que votre ministre considérait incompétent. Comment on nomme des gens dans ces agences très importantes? On ouvre une autre boîte, là.
Oui, je ne sais pas si la commission va trouver que c'est pertinent à son travail. Là. C'est le fun pour nous de pouvoir savoir ce qui se passe dans les coulisses. C'est une lettre assez rare. Mais c'est effectivement très intéressant. Oui, le courant n'a jamais passé entre Geneviève Guilbeault et Éric Ducharme, le PDG de la SAAQ. Elle a interagi avec lui lorsqu'il y avait les longues files d'attente devant les succursales de la SAAQ. Puis elle trouvait, puis elle l'a dit plus tard, qu'il y avait de l'indolence, qu'on prenait ça à la légère, qu'on faisait pas ce qu'il fallait à la SAAQ pour régler le problème. Donc, il n'y a jamais eu vraiment de courant entre les deux. Donc, à un moment donné, visiblement, le vase a débordé puis elle s'est vidé le cœur en disant, là, il faudrait le remplacer, puis vous allez quand même pas le préférer à moi. Puis bon, elle a son caractère quand même, Mme Guilbeault. On le sent en public. On le voit qu'en privé aussi, elle a son caractère. Est-ce que la commission a besoin de ça pour comprendre le fiasco ça clique? Je ne le sais pas, mais peut-être qu'on va apprendre effectivement quelques petites anecdotes un peu plus sucrées comme celle-là. Oui, d'ailleurs, les avocats du gouvernement ont bien tenté de ne pas rendre public. Ils ont plaidé un certain nombre de minutes. Hélène, ça nous renvoie à l'autre question. Bon, on verra mardi. Mais M. Legault était dans un processus, puis je posais la question à Sébastien tout à l'heure, était dans un processus de remaniement, là, de remonter la côte. Comment tout ça va venir jouer dans ce processus, Hélène, d'après vous? Et Mme Guilbeault, je vous renvoie, et Mme Guilbeault... Oui, bien, je pense que ça va beaucoup dépendre de comment il se sort de l'exercice. Je parlais tout à l'heure à des gens du côté de M. Legault qui me disaient qui m'assuraient qu'on n'avait toujours pas de date prévue pour le remaniement ministériel. Et on voulait donc pas dire comment ce témoignage-là allait influer sur le déroulement du reste de la semaine. Mais si j'avais une prédiction à faire, c'est que ça dépendra si ça se passe très, très mal pour M. Legault. On voudra peut-être attendre que les choses se calment avant de faire le remaniement et risquer que ce remaniement passe à la trappe et ne serve pas ce à quoi ils espèrent, c'est-à-dire remonter leur cote de popularité. Ceci dit, moi, j'ai toujours pensé que les gouvernements s'illusionnaient sur l'impact que les remaniements ministériels peuvent avoir sur leur popularité. Je pense qu'on exagère beaucoup l'impact de ces choses. Moi, je pense qu'il y a une poignée ailleurs. On va peut-être en parler plus tard, mais c'est ce rapport aujourd'hui sur la laïcité qui propose plusieurs pistes. Eh bien, je pense qu'il y a davantage de ce côté-là des poignées que pourrait saisir le gouvernement Legault. C'est sa marque de commerce et ça pourrait peut-être davantage les aider à améliorer et à redorer leur blason. On va en parler tout de suite après. Sébastien Bovet, sur le remaniement avant... ça change les plans d'une équipe au bureau du PM, là. Ça change le calendrier, très certainement, parce que, bon, il n'y avait pas de date arrêtée, mais il y avait des dates encerclées sur le calendrier, notamment le 2 septembre ou le 3 septembre, le mardi ou mercredi prochain. Puis il ne peut pas mener les deux de front. Se préparer à un témoignage devant une commission d'enquête publique, parce que ça se prépare, hein? Faut qu'il connaisse son dossier, et préparer un remaniement ministériel. Ce sont deux exercices périlleux qui nécessitent du temps. Alors, est-ce que le remaniement va venir un peu plus tard dans la semaine? Est-ce que ce sera reporté de quelques jours? Faudra voir. Et quel sort sera réservé à Geneviève Guilbeault? Vous savez, quand elle a été nommée au transport, ce qui courait sur la colline parlementaire, c'est qu'elle était contente. Pourquoi? Parce qu'au transport, des fois, on coupe des rubans à travers la province, puis on se fait connaître à travers la province, et ça lui permettait peut-être de préparer le terrain pour une éventuelle succession à François Legault, donc d'étendre sa notoriété au-delà de la grande région de Québec ou dans les cercles montréalais, et donc d'être mieux connue en région. Aujourd'hui, ce qu'on entend, c'est qu'elle veut sortir des transports à cause de sa clique, à cause peut-être aussi du troisième lien, la patate chaude que M. Legault lui a refilée. Bref, ça pourrait avoir, ce qui se passe devant la commission Galland en ce moment, pourrait peut-être avoir des effets sur l'avenir de Mme Guilbeault. Moi, je pense qu'elle va rester au Conseil des ministres. Je pense que c'est quand même un élément important de ce gouvernement-là, mais peut-être pas dans les mêmes fonctions au transport. Ce serait gros si elle ne restait pas. Ce serait la première nouvelle de cette journée-là. Puis, Alec, vous êtes d'accord? Je vous ai vu opiner, là. Oui. Oui, elle est quand même vice-première ministre, là. Et il faut se rappeler que c'est grâce à elle que la vague caquiste a commencé lorsqu'elle a remporté la circonscription de Louis Hébert. Elle est dans les toutes premières qui ont cru à la CAQ et François Legault respecte beaucoup la loyauté. Et donc, c'est pour ça qu'il est François Bonnardel et Geneviève Guilbeault. C'est délicat là, pour François Legault. Je pense pas que ni un ni l'autre va être écarté du cabinet, mais on pourrait changer leur fonction. En fait, ce qui est compliqué dans le remaniement à venir, et je fais une parenthèse, là, c'est que s'il veut que ce soit un vrai remaniement qui marque les esprits avec un nouvel agenda pour les ministres, il doit en écarter certains du Conseil des ministres. Il ne peut pas juste déplacer tout le monde puis garder le même monde. Il doit dire à certaines personnes « Merci pour le service rendu, j'amène de nouveaux visages, des nouvelles voix que les Québécois vont découvrir. »
Mais lorsqu'on écarte quelqu'un du Conseil des ministres, on risque qu'il quitte aussi, surtout à un an des élections, avec des mauvais sondages, parce qu'ils vont se représenter. Et s'il quitte en cours de mandat et qu'il y a des élections partielles, on en a vu, c'est difficile pour François Legault. Donc, il doit s'assurer que ceux qu'il laisse de côté restent au moins aux députés jusqu'à la toute fin du mandat. Donc, c'est un gros remaniement. Alors, je partage l'idée de Sébastien qui dit on ne peut pas faire un remaniement de cette ampleur-là la même semaine qu'on participe à une commission d'enquête. Moi, je m'attends à ce que ce soit davantage dans la semaine du 8 septembre, en raison de ce qui va se passer mardi prochain. Je vous soumets que ceux qui pourraient faire du chantage à M. Legault en disant « si tu ne me nommes pas de ministre, je vais démissionner, puis ça va provoquer une élection partielle », ces gens-là n'auraient pas d'allocation de transition parce qu'ils n'auraient pas une assez bonne raison pour quitter leur poste. Est-ce que ça joue dans la réflexion à un an de la fin du mandat? Peut-être pas, mais il y a peut-être un aspect monétaire qui peut jouer aussi à ce sujet.